Tout d'abord, on va avoir des notions sur le sondage et le type de canne à utiliser, les fixations sur le flotteur, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Moi, j'adore utiliser des fixations avec le plomb directement. Tout va bien sûr dépendre de la profondeur de l'étang. Ensuite, niveau des flotteurs, il y aurait tellement de choses à dire que je consacrerai une vidéo exclusivement sur les flotteurs, mais on va aborder quand même le sujet parce que c'est très intéressant. Position des plombs. Là, on va plus être sur une notion de non-emmêlage ou de moins emmêlé. Donc aussi des choses très intéressantes à savoir. La longueur du bas de ligne par rapport au micro-émerillon. La longueur de la distance entre les plombs, c'est la première cendrée de cet micro-émerillon avec la cendrée principale au-dessus. On aborde tout ça. Le fil. Le fil à l'anglaise est une des choses primordiales. Ne vous prenez pas la tête, écoutez la fin de la vidéo, vous aurez tout de suite. Marqueur de distance, ça aussi c'est une notion pas compliquée quand vous avez trouvé le blue flotteur pour sonder. Donc on peut utiliser en fait un marqueur de distance avec son sondeur pour faire l'amorçage. Et ensuite, le marqueur de distance, on va avoir un petit marqueur à mettre sur son fil. Je vais vous montrer ce que j'utilise depuis 20 ans, ça fait 22 ans maintenant que j'ai mon marqueur, j'utilise toujours le même. Donc en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on attaque avec sonder. Alors là, je vais vous faire une vidéo exclusive bientôt sur comment sonder à l'anglaise. On ira au bord de l'étang, sur un poste, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Vous allez pouvoir utiliser le sondeur classique comme à la pêche au cou. Si vous pêchez de 1 à 2 mètres de profondeur, ça peut être intéressant. Vous le fixez sur votre hameçon. Mais attention avec cette notion de vase qui va changer avec la distance. À la pêche au cou, avec des flotteurs avec des sondes très légères, on va pouvoir, avec l'entraînement et avec l'expérience, comprendre cette notion de vase. Parce qu'en fait, les 3/4 de l'année, plus on va pêcher proche du fond, mieux ça sera. Ensuite, on verra quand il fait très très chaud, c'est intéressant de pêcher à mi-eau, voire à tiers d'eau. Ça, c'est une histoire d'oxygène dans l'eau. Les poissons sont beaucoup plus actifs au fond. Mais en ce qui concerne le sondage, à l'anglaise, c'est quelque chose d'assez délicat. Donc, vous pouvez sonder également avec des tout petits plombs par rapport à cette notion de vase, jusqu'à des distances de 18 à 25-30 mètres. C'est très intéressant. 25 mètres, c'est déjà très loin pour pêcher à l'anglaise. Ne faites pas cette erreur que j'ai fait en commençant la pêche à l'anglaise, où j'allais beaucoup trop loin parce qu'on a envie. C'est une pêche super, on a notre flotteur, on va aller pêcher très loin avec du fil fin, sur une canne avec une action très intéressante, c'est génial. Et on a tendance à aller beaucoup trop loin au début. Ne faites pas cette erreur-là. Je l'ai fait toute la première saison de pêche alors que je savais, mais on galère à amorcer précisément, à prendre bien son fond et à être précis. Donc c'est dommage. Pêcher à 18-20 mètres, c'est déjà loin, on ne dirait pas. Et en fait, selon le vent, s'il y en a beaucoup ou pas, et ben ça permet en plus de fronder des asticots. J'ai pas mis ça, pêche à l'anglaise, les astuces, mais je vous le dis, je vais y revenir dans les autres vidéos. Et puis toutes ces actions de pêche, vous allez voir, le frondage et la répétition à chaque touche de mettre des appâts, soit une petite boucle d'amorce, différentes èches, et là on trotte des asticots. Vous frondez des asticots à chaque touche à l'anglaise. L'avantage de pêcher entre 18 et 25 mètres, c'est une longueur d'asticot. Avec votre fronde et selon le sens du vent, quand vous y allez à fond, vous êtes à 17-18 mètres si vraiment le vent est très embêtant et vous contrariez, vous pouvez aller à 22-24 mètres selon les endroits. Donc ça, très intéressant. Donc pour sonder, il existe des flotteurs sondeurs. On va voir ça dans une vidéo. Elle s'appellera « Comment sonder à l'anglaise ». Au moins ce sera clair, vous pouvez découvrir ça dans la playlist si elle est déjà créée. Playlist à l'anglaise sur carpohome.fr et ce sera beaucoup. Maintenant on aborde les notions de canne. J'ai été vendeur dans plusieurs magasins et les gens se prenaient la tête, mais on peut le comprendre, surtout que moi c'était un gros magasin de pêche en Belgique. Pour vous donner une idée, une fois j'avais 120 cannes différentes. Je ne vous parle pas de 120 cannes en rayon, 120 modèles différents. Donc 120 références de cannes à l'anglaise différentes dans le rayon. Folie. Donc en gros, on va avoir des actions différentes, actions de pointe, intermédiaires sur toute la canne. Mais ce qui est vraiment intéressant à comprendre, ça va être la notion de distance de canne. Donc là, on va parler avec des cannes de généralement 13 pieds en France, dans les étangs, ou même si vous pêchez ailleurs. C'est ce qu'il faut utiliser hors grand lac. Donc en fait ça va correspondre à 3,90 m. Je vais vous montrer 3 cannes tout de suite. Les cannes que j'ai utilisées énormément pour pêcher. Elles sont toutes les 3 en 13 pieds.
parce que je n'ai pas eu besoin, j'ai pêché essentiellement en étang. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher des lacs avec plus de profondeur. Et sinon, vous avez généralement, pour l'anglaise, donc ce type de canne, par exemple, généralement en 3 brins. Donc vous voyez, ce sont des anneaux très très fins. Il y a 13, 16 anneaux, ça dépend les modèles. Mais généralement, on va dire canne en 3 éléments. 13 pieds, c'est 3,90 m. Ensuite, vous aurez des 4,20 m et des 4,50 m. Utilisez du 3,90 si vous êtes en pêche classique. Si vous découvrez les pêches, c'est largement suffisant. Après, allez chercher plus de longueur de canne, donc jusqu'au 4,50, ça va être dans les grands fonds, les lacs. Ça, c'est très intéressant. Mais voilà, retenez le plus important, 3,90 m. Donc des cannes de 13 pieds. Et vous allez aller chercher de l'action différente. Pour de la pêche classique, donc on va aller chercher des 5-8 grammes en action, on va dire allez 4-8, vous pouvez aller jusqu'à 10 grammes de puissance. Et sur les 2 autres cannes que je vais vous montrer, on va ou des fils de 8 à 14. N'utilisez pas du 8, du 10, surtout si vous débutez, c'est très compliqué. Mais vous allez utiliser du 12 à 16 centièmes en diamètre de fil. Et ensuite, deuxième type de canne. Donc là, on va chercher de la puissance. Ici, c'est des cannes que je vais beaucoup employer sur carpoland.fr parce qu'on est sur de la pêche de carpe essentiellement. Donc là, on va aller chercher des cannes en 14 à 20 centièmes de diamètre avec des grosses actions. On peut balancer du 15-20 grammes sans aucun problème. La canne est très puissante. Je vous montre ça. Par exemple, ici, cette petite canne de chez Drenan que je vais pas mal pratiquer la pêche avec. Donc une Drenan C17, vous voyez qu'elle est en 13 pieds Power Carp Float. Donc ça, c'est des cannes puissantes, mais avec des actions plutôt souples. Comparé à cette autre canne, donc toujours en 13 pieds, une Shimano Beastmaster, qui elle va avoir la même longueur, donc 3,90, canne super puissante. Et là, on est vraiment dans 2 modèles à la carpe. Donc, canne beaucoup plus puissante en action que la Drenan. Et tous les deux sont des cannes gros poissons. N'hésitez pas à investir dans ce genre de canne, c'est vraiment génial. Et si vous débutez la pêche, bien sûr, moi j'ai commencé la pêche avec ce genre de canne, donc une Decathlon, en 3,90 également. Donc vous voyez, la Match Pro, elle a fait énormément de pêche, énormément de poissons. Elle a sorti également énormément de cannes. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant la notion de puissance de canne qui est importante, mais ça va être votre stratégie que vous allez établir entre le diamètre du fil et votre bas de ligne, et puis la gestion de votre frein. Vous pouvez sortir de très gros poissons. Vous avez vu cette Drenan, elle a déjà fait une carpe de 6,2 kg, une belle commune en étang, avec un 16 centièmes en corde de ligne et un 12 centièmes en bas de ligne. Et oui, c'est la gestion du frein et du moulinet, tout se fait là-dedans. Donc n'ayez pas peur de ça. Allez, il ne faut pas que ce soit trop long. On a abordé la notion de sondage, de canne. Maintenant, on va passer à la fixation du flotteur. Là, beaucoup de choses à dire. Forcément, cela va changer et se différencier en fonction de la profondeur des étangs. On va dire dans les grandes lignes, moins de 1,50 m de profondeur, de 1,50 à 3 mètres, voire, parce qu'on a des cannes en 3,90, donc on n'est pas forcément obligé de s'embêter avec un fixe flotte si on a moins de 3,90 de fond, on est d'accord. Et puis, on a plus de 4 mètres de profondeur. Là, ça change en fonction de la fixation. Alors, fixation classique que les clients en magasin et quand on échangeait ensemble abordaient le plus souvent, surtout pour les débutants, la tulipe. La tulipe là, avec la tutute, avec la gaine qu'on remet par-dessus. Donc votre fil passe dans la tutute. Il y a ce fixe en acier où on va tourner au sourd, on remet et on insère le 2. Si vous savez ce que je veux dire, arrêtez de pêcher avec ça. Ça flingue le fil, c'est très chiant de changer le fond quand on est en action de pêche et ça abîme vraiment énormément. Si vous voulez un fixe flotte, à ce moment-là, prenez ça, ce genre d'agrafe. Donc c'est une agrafe métallique, un des fixes flottes anglaises les plus simples et les plus efficaces. Une gaine de chaque côté, vous passez votre flotteur, une gaine de chaque côté. Avantage également de ce genre de fixe flotte, on peut changer le flotteur, comme celui d'avant, vous me direz. Et voilà, très intéressant, donc allez là-dessus.
ne vous embêtez pas. En fonction de la profondeur, fixation des flotteurs, on va plus être dans une notion de quelle quantité de plomb par rapport à ma ligne. On va revenir sur la position des plombs ici dans l'étape 4, mais en gros, on fixe notre flotteur directement, donc on aura notre hameçon, notre micro-émerillon, super important, et le flotteur qui est fixé. Franchement, après avoir pêché énormément, n'hésitez pas à mettre des plombs directement. Moins d'1 mètre de fond, 1,50 m, 2 mètres, 2 mètres et demi, je l'ai déjà fait même jusqu'à 3 mètres, et j'ai fait de très belles pêches même avec 3 mètres de fond. La cendrée principale qui se divise en deux, une partie ici, une partie à mi-hauteur, et on a toujours notre petite cendrée au niveau du micro-émerillon. Vous divisez comme ça, et vous mettez un plomb au-dessus, un plomb en dessous de votre flotteur, donc directement, par exemple je vous montre ce petit flotteur Drenan, un plomb au-dessus, un plomb en dessous, que vous allez fixer et pouvoir faire coulisser. Le flotteur ne bouge plus, c'est direct. Le plus important va être de tendre bien notre fil derrière pour avoir le plus de touches possible, et ça marche très très bien. Ne vous prenez pas forcément la tête avec des fixes flottes au début, mettez des plombs, ça marche vraiment. Allez, maintenant on aborde la notion de flotteur. Alors, il existe énormément de flotteurs à l'anglaise. Je vous ferai également une vidéo consacrée au flotteur, parce que bon voilà, je peux vous montrer rapidement. Donc, un échantillon de flotteurs, deux gros flotteurs, une autre série, donc les petits tout en bas, des intermédiaires, encore un gros en haut. Donc flotteur à l'anglaise, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Il existe également des flotteurs beaucoup plus longs, vous voyez, ce type de flotteur. Et donc tout ça, ça va avoir des actions différentes. Mais si on résume de manière très simple, par exemple, des flotteurs légers, ça suffit largement pour vous faire de très belles pêches. Ça pêche très bien à 15-20 mètres, c'est tout simple. Vous mettez les deux plombs. Ensuite, s'il y a un peu de vent qui monte, là il y a un intérêt à mettre des embases en poire pour mieux stabiliser. Mais on va revoir également plus tard dans cette notion de flotteur et puis d'association de plomb, comment la cendrée et la position de la cendrée va avoir aussi un impact à la fois sur notre équilibre de notre ligne et donc sur notre résultat par rapport au ferrage pour ne pas décrocher de poisson. D'autres exemples, autoplombé, en partie pour certains flotteurs, et on va passer sur les gros flotteurs. Donc ça, c'était des flotteurs légers pour débuter, on va dire 1,50 m à 2 mètres de fond, et pas de vent, en étant classique. Après, on a d'autres notions de flotteurs. Un long flotteur de ce type-là, vous avez vu, comme dans la boîte, puis des plus gros comme ça. Là, très intéressant ce genre de flotteur, et on va aborder une notion de pêche à longue distance, de lignes bien stabilisées et également de variation de plombage à la base des flotteurs. Je vous montre avec celui-là. Par exemple, ce beau flotteur en 10 grammes, vous pouvez varier la plombée. Donc il se dévisse, il y a des rondelles et ça c'est intéressant à prendre et à avoir dans sa caisse de pêche. Parce que ces rondelles vont permettre de mettre plus ou moins de poids directement sur le flotteur. Donc c'est-à-dire que pour notre équilibre de la ligne, si on en met peu, eh ben on va jouer sur une plombée derrière. Et si vous avez très peu de fond, vous êtes quand même proche mais sans beaucoup de plomb. Donc vous conservez cette plombée. Astuce vraiment à savoir, quand vous dévissez des séries de plombage pour l'autoplombage du flotteur, eh bien souvent, quand vous pêchez, vous pouvez perdre votre flotteur parce que ça se dévisse à ce niveau-là, à force de lancer, ramener, lancer, ramener. Astuce fondamentale, vous passez dans un magasin de bricolage, vous achetez des petites joints toriques, vous le mettez entre votre embase du flotteur, votre corps du flotteur, vous serrez votre joint torique, vous pouvez pêcher des jours, des heures déjà, c'est très bien, en lançant, ramener, à lancer, ramener, lancer, ramener, votre flotteur ne va plus bouger. Le joint torique, à ne pas oublier. Allez, maintenant, on aborde la notion de position des plombs. Là, la position des plombs sur la ligne à l'anglaise est très importante. Déjà, de une, pour ne pas emmêler sa ligne. On voit aussi, en fait, avec un bon lancer que ça joue, mais surtout, en gros, pour résumer, vous avez votre hameçon, super hameçon,
le bas de ligne. Donc là, on est sur le bas. On voit après le micro-émerillon, hyper important le micro-émerillon. Et notre corps de ligne. Hop. Avec nos plombs, on va revenir. Donc, micro-émerillon, bas de ligne pour l'anglaise. Généralement, on va mettre 5 à 10% de la plombée de la ligne. Donc si vous pêchez avec un 2 grammes, vous allez mettre 0,10 à 0,15 grammes au niveau des micro-émerillons, juste au-dessus, donc ici. 5 à 10% de la plombée totale de la ligne. Et on va être à peu près à une distance de 30 à 40. N'hésitez pas à mettre 40, 50, c'est très très bien. Pas plus de 50, c'est pas forcément utile à l'anglaise. 40, 45, c'est très très bien. N'oubliez pas, votre micro-émerillon, on l'aborde dans la notion juste après, notion 5. 5 à 10% des plombs. Là, on est parti pour une règle très importante. Et là, cette astuce, mettez-la en pratique si vous ne l'utilisez pas encore. 60 à 70 cm. Et à cette 60-70 cm, on va revenir. Donc là, on a une plombée, 5 à 10%. Et là, on va avoir une nouvelle plombée. Vous mettez toujours les plombs les plus petits en bas et vous remontez au plus gros. Par exemple là, si vous pêchez très très lourd, vous pouvez avoir des plombs pincés. Je vous les montre par exemple avec ce type de plomb là. Vous allez retrouver dans des boîtes très intéressantes parce qu'elles vont se pincer mais en même temps ne pas abîmer le fil. Donc ça reste super coulissant. Vous voyez là par exemple cette notion à numéro 6 qui correspond à 0,1 g. Bon, j'en ai plein, je ne vous montre pas tout, mais par exemple vous avez le bébé ici qui correspond à 0,4 g. Donc du coup, pour la plupart des flotteurs, vous allez retrouver une indication sur le flotteur. Je prends par exemple celui-ci, donc qui correspond à 3 bébés. Vous savez que vous mettez 3 bébés, donc 1,2 g, et votre flotteur est plombé ici. Ça, c'est nickel. Par exemple, vous avez d'autres flotteurs X grammes plus 3 bébés. Vous savez que vous mettez le flotteur est pré-plombé à X grammes et vous allez rajouter 3 bébés par exemple. Allez, du coup, on revient sur notre position des plombs. Je vous ai dit à 60-70 cm de l'émerillon, eh bien vous allez placer 60 à 70%, quand même 80% de votre plombée. On va respecter le method code. Ici, vous avez 80%, 70 à 80% de la plombée totale de votre ligne. Ça marche super bien. Vous pouvez également, en guise de plomb, si vous pêchez avec des flotteurs assez lourds, utiliser des billes percées. Vous allez mettre un petit plomb au-dessus et en dessous pour fixer cette bille, éviter qu'elle coulisse. Et ensuite, on va finir avec notre ligne et notre flotteur. Fixé, moi j'adore, avec quelques plombs qui correspondent donc à 10% de la plombée également un peu. Et après, à vous d'aller au bord de l'eau, à vous de vous entraîner. C'est ce qu'il y a de plus important en fait en pêche d'une manière générale, mais encore plus à l'anglaise. Respectez cette notion de courte distance au début pour prendre votre coup. Lancez, il ne faut pas avoir peur de lancer. On en parle bientôt, mais il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. La ligne sort, elle balance et c'est clair et net. On lance 5 à 10 mètres au-dessus, on ramène rapidement pour bien couler notre fil. On aborde cette notion-là, c'est ce qui est le plus important. Allez, position des plombs, donc cette distance-là de 60 à 70 cm près de l'émerillon. Mettez ça en pratique, c'est super important. La notion du bas de ligne, le micro-émerillon, on attaque. 5e partie, astuce évidemment, ne pêchez jamais, jamais, jamais à l'anglaise sans micro-émerillon. Là, le micro-émerillon, énorme avantage, même monstrueux, c'est qu'il va éviter que le fil ne se torde et surtout que votre bas de ligne se torde en permanence. On pêche à longue distance, on ramène au moulinet, donc on a notre mignon du bas de ligne qui va en permanence s'emmêler, vriller. Votre micro-émerillon permet de ne pas vous emmêler au niveau du bas de ligne. Donc primordial, vous allez au magasin, je vous en ai préparé un mais je ne sais pas où je l'ai posé.
Mais bon, vous allez au magasin, vous demandez micro-émerillon pour pêche à l'anglaise et vous avez votre tout petit émerillon. Primordial, ne l'oubliez pas, vous le mettez à 30-40 cm de votre hameçon comme je vous ai dit. Vous changez comme ça facilement de ligne. Sur des pêches au blanc, vous faites une boucle dans boucle, hein, ne vous embêtez pas. On verra ça dans la notion de pêche boucle dans boucle. La vidéo n'est pas encore tournée, mais allez voir, peut-être que dans la playlist nœud de pêche, maintenant elle est faite. Et voilà, on a fini avec le micro-émerillon. Une astuce primordiale pour l'anglaise. Beaucoup de gens se font avoir au début parce qu'ils sont sur la même logique que la pêche au cou, avec un nœud dans nœud, et donc un raccord boucle dans boucle, à la fois pour le corps de leur ligne à l'anglaise et pour leur bas de ligne. Et c'est dommage parce que ça vrille très rapidement. Et voilà, à savoir. Maintenant, le fil. C'est parti pour le fil. Là, on va pas tergiverser. Si vous voulez un bon fil, vous prenez du Maxima. Il n'y a même pas à chercher à comprendre. Il existe bien sûr maintenant d'autres très bons fils, mais le Maxima est une valeur plus que sûre. Vous avez un fil qui va auto-couler et c'est la notion la plus importante à l'anglaise. Vraiment, on se le fait rapidement. On a notre fond, notre pelouse avec notre berge, notre niveau d'eau du plan d'eau. Ok. Donc, on a le pêcheur, vous, moi, super, notre canne, qui va toujours être sillon dans l'eau quand c'est lancé. Donc, on envoie notre ligne. Notre coup est ici. Hop, on a notre bas de ligne et notre flotteur. Ok. Jusque là, on est bon. Le flotteur n'est pas très beau. On va quand même lui faire une anti-gauche. Bien sûr, il est en équilibre ici. Là, c'est pour le schéma. Et vous avez une des notions les plus importantes à l'anglaise, votre fil le plus droit possible sur votre canne. C'est entre autres pour ça qu'on va couler. Donc quand vous lancez 5-10 mètres au-dessus. Vous ramenez très rapidement jusqu'à votre zone, là où vous avez fait un marqueur. On en vient avec la dernière notion du marqueur de fil, pour pêcher toujours à la même longueur. Ensuite, pour ce qui est de droite-gauche, vous prenez un repère à l'horizon, arbre, pierre, voiture. Attention au repère de voiture parce qu'elle peut bouger. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, vous prenez généralement un repère sur la berge opposée. Repérez ça en arrivant et en mettant votre pièce. C'est très intéressant. Moi, j'aime bien prendre des arbres, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tout le temps. Donc, reprenez un repère berge opposée. Allez, on revient et on finit là-dessus. Sur la notion du fil primordial, vous vous êtes procuré un fil Maxima. Et s'il n'y en a pas dans le magasin, vous vous procurez du fil Maxima, vous le commandez, vous le trouvez. Vous balancez 5 à 10 mètres au-dessus, vous ramenez très rapidement juste à votre marqueur, et tout ça, vous le faites canne dans l'eau. Je vais vous faire une vidéo exclusivement sur comment lancer à l'anglaise. C'est primordial. Je la lirai peut-être quand même pour qu'il y ait un peu de matière à comment prendre son fond à l'anglaise. Donc ça, ce sera très intéressant. Et vous le coulez. Au niveau de votre marque, vous arrêtez. Vous laissez canne dans l'eau avec ce fil coulé. Et c'est là où c'est très cruel au début, la pêche à l'anglaise, c'est qu'on loupe énormément de touches. Et si vous ne savez pas ça, que votre fil doit être coulé, vous allez en louper énormément parce que votre fil est en surface. Quand vous ferrez, vous n'êtes pas en direct et on loupe beaucoup de poissons. Énormément de gens se dégoûtent de la pêche à l'anglaise à cause de ça. Et quand vous avez compris et que vous maîtrisez ça, ça va très vite à maîtriser quand vous avez fait les 3-4 premiers poissons d'affilée, eh bien on fait beaucoup plus de poissons limite à l'anglaise qu'au cou en termes de rapport touche. C'est-à-dire que vous lancez au-dessus, vous ramenez bien, vous êtes à votre distance, vous calez votre sillon dans l'eau et vous ne bougez plus. Au ferrage, vous ne faites même pas de ferrage, vous faites du droite ou du gauche. Avec votre moulinier qui est pré-réglé bien sûr pour la résistance du fil, si vous avez un gros poisson, et vous faites droite, gauche, avec votre sillon dans l'eau et vous remontez votre canne comme ça en même temps. Vous avez 100% des touches. Vous me décrochez, la notion de décrochage c'est autre chose, mais vous ferrez 100% des poissons. C'est super important à maîtriser ce nylon qui est bien coulé pour la touche. Allez, on arrête avec ça et on aborde une des dernières notions. J'aurais tellement de choses à vous dire là-dessus, mais ce serait un peu trop long. Je vous dirai ça au fur et à mesure dans toutes les vidéos.
Je reviens rapidement pour vous montrer l'exemple du fil Maxima. Donc c'est un fil marron. Il existe également en d'autres couleurs, parce que j'ai oublié de vous dire une notion intéressante sur la fixation du flotteur. Vous pouvez également faire des nœuds de fixation. On va aborder ça, le nœud des flotteurs coulissants. Et par exemple, le fil Maxima est intéressant à utiliser parce qu'on va avoir des fils de différentes couleurs. Le jaune, mais qui se voit pas forcément aussi bien qu'un rose. Et Maxima a sorti des fils roses comme ça, de cette qualité. C'est super intéressant parce qu'on va avoir notre nœud et une distance qu'on repère très rapidement grâce à la couleur rose. Ce n'est pas pour rien que j'ai acheté ce type de bobine. C'est des bobines qui sont vendues au kilomètre. Ça me sert depuis des années pour conserver votre fil, bien sûr. Si vous investissez dans des bobines comme ça pour gagner énormément sur votre coût d'achat, eh bien vous les conservez dans un tiroir à l'abri de la lumière. Abri d'humidité, mais surtout tiroir. Généralement, il y a peu d'humidité dans une maison. Tiroir ou buffet, bureau, vous les mettez dedans à l'abri de la lumière. Ce fil-là, cette bobine de 12 centièmes, elle a 18 ans. Et cette bobine de 15 centièmes, elle a 15 ans. J'ai utilisé une moitié du fil parce que je change très peu. Si vous conservez de la même manière votre bobine séchée et dans des tiroirs, votre fil ne va pas bouger. J'ai également investi ce type de fil Maxima toujours pendant une période en 26 ou 28 centièmes, je ne sais plus en combien je l'ai pris, pour pêche à la carpe opposée dans les étangs. C'est un super fil vraiment. Bon, vous avez toujours le backlet forcément opposé qui a un intérêt quand vous pêchez à plusieurs cannes. Mais voilà, ce fil Maxima, investissez là-dedans. C'est une des meilleurs conseils que je peux vous dire à la base. Allez, on finit avec moulinet également. Très important. La notion de lancer, on vient de l'aborder, mais je vous fais une vidéo rien que pour ça. Je vous ferai une vidéo comment sonder. On parlera de ce que je vous ai dit en même temps, et puis un bon lancer. Donc le bon lancer en anglaise, vous réfléchissez pas. Vous ouvrez votre pick-up bien sûr, c'est arrière-avant. En un coup. Ne tergiversez pas à droite, à gauche avec votre fil, c'est là où ça va vous emmener. Vous respectez la plombée que je vous ai dit. Arrière-avant en un coup sec, bien propre, sur votre paire en face, 10 à 15 mètres au-dessus, vous ramenez, votre filet posé avec le marqueur, on aborde maintenant. Juste avant la notion de marqueur, moulinet de pêche à l'anglaise. Très important également, là on va avoir plus une notion de ratio. Vous pouvez utiliser beaucoup de moulinets, un moulinet au feeder peut être utilisé, d'autres types de moulinets, même un carnasse que vous utilisez une bobine, mais si vous, une bobine différente, que vous montez avec un fil plus fin pour l'anglaise, ça c'est faisable. Mais si vous commencez à pêcher régulièrement à l'anglaise, n'hésitez pas à investir dans un bon moulinet à l'anglaise, de ce type par exemple, mais vous pouvez évidemment prendre d'autres. Là j'ai une petite bombe qui est un Shimano Stradic 3000 GTM, GTMH. Dans la même série de Shimano, j'ai ça également, toujours un 3000 GTM cette fois-ci, donc une série noire et une série blanche. Et en fait, ce qui va être le plus intéressant dans cette notion de moulinet à l'anglaise, on va être dans le ratio. Et le ratio, ça va être la quantité, la distance de fil ramenée à chaque tour de moulinet. Vous faites un tour de moulinet, vous ramenez X mètres de fil. Et ces moulinets à très haut ratio, donc un ratio classique de moulinet va être entre 3 et 5. Sur ce type de moulinet à l'anglaise, là vous voyez, je monte un ratio de 7:1. Donc c'est juste énorme et ça permet de gagner énormément de temps. Si vous faites des concours, des championnats par exemple, aller chercher ce type de moulinet, c'est top. Vous voyez, c'est des moulinets avec une bobine un peu plus haute qui vont avaler un peu plus de fil en hauteur pour permettre d'optimiser ce ratio. Voilà, mais c'est pas du tout obligatoire. Allez, on finit cette vidéo avec la notion de marqueur de distance. Marqueur de distance, je vous dédie, je vais faire une vidéo exclusivement au sondage. Le flotteur sondeur, parce qu'il faut investir là-dessus pour... c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace en praticité au quotidien, surtout si vous pêchez régulièrement. Et bien ce marqueur flotteur, il va vous servir également à amorcer en quantité au départ, parce que si vous êtes bien réglé avec votre ligne ou vos lignes à l'anglaise pour pêcher,
ben vous lancez, il y a un peu de vent, un peu de courant, le temps que vous amorcez, votre flotteur se décale. Vous utilisez le marqueur sondeur qui est sur votre poste pour amorcer en grosse quantité au départ. Le premier amorçage de début de pêche, ça marche super bien. Allez, ce marqueur, on reviendra sur une vidéo exclusive comment prendre le fond à l'anglaise. Et par contre, il y a une deuxième notion de marqueur, le marqueur de distance, où là, il faut que vous fassiez une marque sur votre fil. C'est beaucoup plus simple. Cette marque, je vous l'ai dit, peut être utilisée avec du fil fixé. Si vous faites vraiment bien votre nœud, il ne coulissera pas, donc ça peut être intéressant. Et sinon, vous investissez dans ce type de matériel. Bon, ça a 22 ans, comme le moulinet que je vous ai dit. Il arrive en fin de vie, il a énormément servi, mais il y en a encore un petit peu. Je pense qu'il peut refaire au moins 10 ans sans problème. On verra ça. Et ça vous fait une petite marque au niveau de votre fil. En fait, vous passez votre fil vous passez le marqueur sur le fil au niveau de votre marque et ça tient plutôt très bien. Vous la refaites régulièrement, mais tous les 3/4 d'heure, 1 heure, pas besoin de plus. Donc sur une pêche de 3-4 heures, vous allez refaire 2 ou 3 fois votre marque. Et ça fait une petite empreinte sur votre fil. Comme ça, on n'a pas à réfléchir à la distance. À chaque fois, vous allez pêcher à la même distance. Sans, par exemple, avoir l'inconvénient d'une pêche au feeder, par exemple, où vous allez clipser pour tomber toujours pile poil pareil. Où là, on a des problèmes si on a un très gros poisson. Bon, enfin, on va pas rentrer dans le détail là-dessus. C'est pas le but. Nous sommes dans la pêche à l'anglaise. Donc voilà, ce type de marqueur, procurez-vous-en, c'est ultra pratique. Allez, je vous laisse. J'espère que ces premières astuces et ces notions d'astuces auront été utiles à pas mal d'entre vous. Bien sûr, si vous êtes pêcheur expérimenté, vous n'aviez pas forcément besoin de tous ces conseils, mais c'est toujours très intéressant de partir sur une bonne base de conseils parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Il y a aussi la notion d'amorce à travailler, mais voilà. Vous savez qu'à l'anglaise, tous les points que j'ai abordés, c'est vraiment intéressant si vous les mettez en pratique. Ensuite, notion d'amorçage, une amorce explosive à l'anglaise, c'est quand même assez intéressant parce que là, les poissons sont beaucoup moins méfiants à grande distance. Et vous pouvez en enchaîner énormément. N'hésitez pas à pêcher à tiers d'eau à l'anglaise. Les poissons sont très bien, ça mord super bien. Et puis voilà, on va aborder d'autres notions bien sûr avec des vidéos beaucoup plus précises. Je vous laisse. Merci de continuer de partager toutes les vidéos et tout ce travail que je vous partage depuis carpodrome.fr. Carpodrome.fr, c'est partageons la passion de la pêche. Vous le voyez, une grande passion où j'ai pêché énormément dans plein de types de pêche et je vous partage tout ça dans des playlists différentes. Merci de continuer de partager, de vous abonner. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez nous faire pour nous faire connaître et c'est juste génial. Je vous dis un grand merci. À la prochaine vidéo. Bien sûr, faites de vos rêves votre vie.